L'analyse, quand on voilà, l'analyse quand on a accès à des données et on a l'impression de les avoir décrits suffisamment, mais en général, c'est jamais suffisant. Donc l'exemple que j'avais, donc sur les indicateurs climatiques, c'est nombre de jours chauds, nombre de jours de gel, cumul annuel de quantité de pluie. Et autant en nombre de jours de gel, on sait que ça se calcule avec la température minimale journalière strictement inférieure à zéro. Pour le nombre de jours chauds, il y a deux méthodes possibles, soit par la maximale journalière supérieure à 35, soit par la moyenne journalière supérieure à 25. Et je n'ai pas réussi à savoir. euh, donc nous, on utilise le max journalier, hein, mais la moyenne, quand est-ce qu'elle est, la température moyenne journalière, quand est-ce qu'elle est utilisée? Et le truc aussi qui est important à savoir, c'est que la période où ces agrégats sont calculés change. Une température minimale, ça veut dire que ça va être pendant la nuit. Donc il faut que le centroïde de la période soit pendant la nuit. Donc c'est de 18h la veille à 18h le jour J. Le maximal, ça va être autour ici de 14h. Donc en fait, on fait de 6h du matin le jour J à 6h le lendemain, la période de calcul. Et la moyenne, c'est vraiment entre 0 et 24 heures, c'est sur les 24 heures du jour. Et la quantité de précipitation, c'est aussi de 6h du matin le jour J à 6h du lendemain. L'ensemble des indicateurs sont définis par des normes, hein. Je suis pas allée, c'est pas quelque chose que nous on fait parce qu'on a envie de se casser la tête, c'est vraiment normalisé. Et nous en agriculture, on a d'autres indicateurs qui ressemblent à ceux-là, qui sont des indicateurs agroclimatiques. Ce qui va changer, c'est qu'on travaille aussi avec des maximales journaliers, mais les périodes ne seront pas annuelles, ce sera sur la période de développement d'une plante. Donc sur le stade de floraison, on va calculer le nombre de jours de gel, des choses comme ça. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on vous a mis à disposition les mesures de la station météo de Montol, qui est une station météo agricole. Donc, ce n'est pas les mêmes stations météo que utilise Météo France. Agricole, ça veut dire qu'elle ne doit pas être plus haute que 2 mètres, vu que les cultures qu'on cultive ne dépassent pas les 2 mètres. Et par contre, quand vous êtes avec Météo France, les stations Météo France, ça peut être des stations que vous trouvez dans les aéroports, donc qui sont beaucoup plus hautes. Et ça change. Il ne faut pas croire que, alors sur les quantités de pluie, effectivement, ça ne va pas changer, mais sur le vent, ça change vraiment. Vous pouvez avoir des vents qui sont placés plus haut dans l'atmosphère ou plus bas. C'est pas quelque chose. La hauteur d'une station météo a son importance. Donc on reprend le design pattern. Nos mesures, elles sont faites comme dans le cas d'usage numéro 1, donc avec le design pattern de SOSA. Et on va chercher, donc on a nos Sparkle Endpoints qui sont disponibles, par exemple, qui sont là, et on va chercher à découvrir comment ils sont décrits. Je n'ai pas de document associé, donc je sais que c'est basé sur SOSA, donc je vais juste poser la question de combien j'ai de... Enfin, je vais essayer de découvrir qu'est-ce qui a été stocké dans nos observations. Alors faites attention, hein, quand vous ferez les TP, limitez toujours vos résultats, sinon vous allez faire tomber le serveur et vous ne pourrez plus finir le TP. Donc là, je demande à afficher 10 observations et je vais aller parcourir le graphe. Donc j'ai juste cliqué sur l'URI de mon observation, donc son identifiant, et je vois que je retrouve un peu du graphe de SOSA. Donc j'ai le feature of interest, j'ai le résultat qui va être un graphe, le résultat en littéral, le capteur, la caractéristique observée qui est la température de l'air, le phénomène observé. Et je peux continuer à cliquer pour parcourir mon graphe et aller voir que ici, par exemple, je suis en train de changer de graphe de connaissance. Je suis dans le graphe de connaissance du vocabulaire NERC, qui est le thésaurus qui définit les propriétés,
différents types de mesures climatiques données par les normes. Donc, en vous baladant dans le graphe, vous pouvez voir ce qui est propre à notre graphe et continuer sur d'autres graphes disponibles dans d'autres serveurs. C'est la même chose si je vais voir le Feature of Interest. Et je peux aller dans l'Ontology Suite. Je n'ai pas fait le test avant, donc ça se trouve, qui déclare le phénomène de l'air. Voilà, donc là, je suis passée dans un autre graphe, je suis dans le graphe de connaissances de l'Ontology Suite qui a défini une instance pour représenter l'air, le phénomène air. Donc maintenant que je sais à peu près quelle tête a mon graphe, je vais pouvoir poser des requêtes un peu plus compliquées. J'avais en tête en fait que vous seriez tous devant un écran, donc ça va être laborieux. Pour voir les différents types de mesures que j'ai dans mon graphe, j'ai cette requête-là. Et j'ai, voilà la typologie de mesures que j'ai dans cette station météo. Donc, la direction du vent, la vitesse du vent, l'humidité relative, la pression atmosphérique, etc. Donc, vous pouvez voir l'ensemble de ces mesures-là. Alors, maintenant, je vais afficher les mesures de température. Donc, dans le Sparkle, ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport au SQL, vous spécifiez le patron que le graphe résultat devra suivre. Donc, vous êtes en train de dire que vous cherchez une observation, que ce nœud observation, il doit avoir un lien typé Observable Property, et ce lien doit pointer sur l'instance air température. Ce nœud observation a un lien SOSA résultat qui doit pointer sur une variable qui représente le nœud temps. Le résultat, donc vous avez le nœud résultat. Le nœud résultat a un lien QUDT numeric value pour trouver le nœud qui contient la valeur. Le nœud observation a un lien SOSA résultat pour pointer vers la temporalité de la mise à disposition de la mesure, etc. Et vous filtrez par année. Une autre manière comme on a beaucoup de données, on a fait un graphe par année. Donc c'est ça. Là, votre requête select, vous interrogez uniquement ce graphe-là, donc c'est redondant par rapport à ça, mais c'est pour vous montrer un peu les différents, la syntaxe Sparkle. Donc là, vous avez toutes les valeurs de mesure de température, les 100 valeurs de mesure de température qui sont disponibles. Et si vous cliquez sur le petit flèche bleue, vous pouvez vous balader dans le graphe. Alors, on va ah, mais ouais, voilà, on suffit. Là, il y a froid dans l'année 2019, donc il y en a 42, à partir du calcul des minimales de température journalier. Donc, je sais pas. Et donc là, à 42, et on n'a qu'une méthode, et vous allez voir que sur les jours chauds, en fonction de la méthode, on ne trouve pas les mêmes résultats. Là, on a 9 jours chauds, et dans l'autre, on va avoir un peu plus de jours chauds. 15. Donc, bien spécifier la méthode de calcul de votre mesure. C'est vraiment super important et ça peut expliquer des fois qu'on ne trouve pas forcément toujours les mêmes résultats. Bon, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui voudront, eh ben, le lien reste accessible pour faire le TP et découvrir un peu plus.
Je m'excuse pour la difficulté de la connexion. Je- Merci beaucoup, Catherine. Bon. On te remercie pour ton temps et la présentation, effectivement. Donc, est-ce que vous avez quelques questions? Donc, comme on a dit, les slides et même le lien pour pouvoir tester le requête Sparkle, tout cela sera disponible pour que vous essayiez tranquillement les tests. C'est une bonne chose parce que on a installé une petite station pour détecter les éléments de pollution depuis quelques jours ici. Donc, ça pourra être un bon exercice de les transformer dans un gap de connaissances. Les questions, Mm. allez-y. Donc, on a des questions. Donc, Tu me les répéteras parce que je n'entends que toi. allô? OK. Bonjour, madame. Moi, je réponds au nom de Baptiste. Ah, bonjour. J'aurais souhaité savoir quelle est la différence entre le web sémantique et le web des données. Et Web des données. le web sémantique, c'est l'ensemble des technos. Le web des données, c'est le résultat de la mise à disposition des données par le biais de ces technologies-là. OK. Et j'ai autres questions aussi. Euh, Quels sont les défis actuels dans la formalisation des données en ontologie pour le web des données? Alors, dans notre cas à nous, nos scientifiques, ils sont toujours en train de définir de nouveaux types de mesures. Et ça fait partie de leur travail. Alors, il y a des types de mesures qui sont normalisés dans certains organismes, mais nous, par exemple, en écologie, leur job, c'est de proposer de nouveaux types de mesures. Et c'est fait toujours de manière assez synthétique. Donc, chaque labo a ses types de mesures, ses outils, ses méthodes. Et quand chacun met à disposition ses jeux de données avec de ces mesures-là, on ne sait pas encore comparer exactement tous ces types de mesures qu'on appelle des variables scientifiques. Et on sait qu'elles sont proches, mais on ne peut pas les intégrer. Parce que proche, ça veut dire que c'est pas exactement pareil, mais c'est pas loin. Et comme c'est pas exactement pareil, tu peux pas intégrer. Donc un exemple qu'on a eu, qui est plus général à nous, qui est par exemple sur le nombre de morts du Covid. Chaque pays a comptabilisé ses morts Covid de manière différente. En France, il fallait être à l'hôpital. Il fallait donc que ceux qui sont morts en dehors de l'hôpital ne sont pas comptabilisés. Il fallait aussi qu'il n'y ait pas une autre maladie associée au Covid. Il fallait que donc quand le Covid avait juste euh, fragilisé la personne, elle était morte de sa maladie primaire, elle n'était pas comptabilisée comme mort du Covid. Il y a des pays qui ont compté les morts qui étaient à l'hôpital et les morts qui étaient faits en dehors de l'hôpital. Il y a des pays qui ont testé tous leurs morts pour savoir si j'avais le Covid ou pas. Donc, eux, ils les mettaient dans. Donc, tu vois que la manière, le protocole de mesure est totalement différent, même si à la fin, on pense mesurer la même chose. Et tu ne peux pas dire, voilà l'ensemble des morts en Europe en cumulant l'ensemble des morts de la France, de l'Allemagne, tout ça, parce que les protocoles de mesure étaient différents. Donc, nous, on a plus des problématiques sur la description de nos jeux de données. Maintenant, nos jeux de données sont accessibles, on se lie à des normes existantes, des choses comme ça, mais arrive un moment où quand on dit juste que nos mesures sont proches, mais ce n'est pas exactement les mêmes, on ne peut plus intégrer, on ne peut pas faire d'analyse. Et c'est ça notre gros souci du moment. Sur les inférences, les inférences, ça ne marche pas sur d'énormes jeux de données. Il faut quand même travailler sur des jeux de données assez réduits, sinon tu fais tomber ton raisonneur. Et ce qu'on aimerait, c'est arriver à mener des inférences dans des devices qui sont électroniques, qui ont très peu de mémoire, très peu de capacité pour arriver à envoyer, par exemple, plutôt qu'envoyer la mesure brute, d'envoyer l'état. Plutôt qu'envoyer la mesure d'humidité du sol, dire que la zone racinaire est dans un état sec pour aller plus vite dans le processus de décision. Ça aussi, c'est des problématiques qu'il y a. Et il y a toutes les problématiques de combiner tout ce qui est
IA symbolique avec IA machine learning. La symbolique te permet de justifier, tu peux voir tout ton processus de calcul. Par contre, la puissance de calcul du machine learning et la découverte des patrons du machine learning et la rapidité de résultats est intéressante. Merci beaucoup. Voilà. Une autre question? Ah oui, de ce côté, il y a encore une ou deux questions. J'ai rien entendu. Je ne sais pas si quelqu'un a parlé, mais j'ai rien entendu. Pas encore. Ah, Bonjour madame, bonjour. je suis Omar, je suis étudiant en licence d'informatique. J'ai juste deux, trois questions à vous poser. Premièrement, comment passer d'une base de données relationnelle préétablie à une ontologie? Ah, alors, tu passes pas d'une base de données relationnelle à une ontologie, tu passes à un graphe de connaissances. L'ontologie, c'est le schéma. Alors, il faut déjà que donc, dans ton domaine, il faut que tu trouves les ontologies du domaine qui sont déclarées. Et ensuite, il faut que tu alignes ton schéma de base de données relationnelle sur ces ontologies de domaine. Voire, tu fasses comme nous quand on savait qu'on c'était des mesures de capteurs, donc on prenait SOSA et SSL et on a plugué d'autres ontologies pour compléter notre modèle de données. Une fois que tu as ça, tu peux écrire des règles de transformation pour prendre c'est un peu ce qu'avait fait Stéphane dans le diagramme. Il prend la base de données Postgres, il la met en CSV, il a défini ses règles de transformation parce qu'il connaît son ontologie cible, et donc chaque ligne de sa base, de son fichier CSV sera remplacée par un graphe, sera transformée en graphe. Mais tu as des outils qui font ça. Mais par contre, c'est à toi de définir le modèle de données sous forme de réseau d'ontologie. Par exemple, tu as XR2RML. C'est pas un outil forcément super évident. Par exemple, Stéphane, il avait préféré écrire ses scripts lui-même qu'utiliser ces outils. Mais c'est des outils de règles de transformation. Deuxièmement, est-ce que le chemin inverse serait cohérent? Pardon? Est-ce que le chemin inverse serait cohérent Chemin inverse, comment? C'est-à-dire de la base. de l'ontologie? Est-ce qu'il est possible de faire l'inverse, c'est ça? Oui. Alors, c'est ce que j'expliquais. Quand tu modélises en base de données relationnelle, tes primitives de modélisation ne sont pas les mêmes que quand tu modélises en graphe. En base de données relationnelles, tu n'autorises pas, par exemple, qu'une même entité ait X fois des valeurs différentes pour le même attribut. Tu vois, tu as une personne et tu veux dire plusieurs fois qu'il a des noms différents. Et quand tu vas le modéliser en base de données relationnelles, tu vas être obligé d'ajouter des clés primaires, des clés étrangères, alors qu'en base de graphe, tu as juste à enrichir ton graphe avec un nouveau lien. Donc, en fait, quand on fait une transformation BDR vers graphe, c'est pas un graphe qui est très très joli pour une modélisation graphe. Il faudrait le retravailler. Il y a des outils qui le premier jet que tu vas faire, ça ne va pas être un jet qui va correspondre aux primitives de modélisation des graphes. Il va falloir que tu retrouves les éléments dupliqués et que tu resynthétises tes répétitions. Ok, je pense qu'on va arrêter pour le moment. Il va noter les autres questions et après, je pourrais te les envoyer offline. Ça te va, Catherine? Oui, oui. Super. On applaudit encore notre intervenante. Merci beaucoup, Catherine. On te souhaite une bonne journée et puis on câble contact pour la suite des questions. D'accord, merci. Merci, à bientôt. À bientôt.
On va passer au prochain intervenant, le professeur Gayo Diallo. Je ne sais pas s'il est connecté, qui va nous parler des données des capteurs, comment on passe des données des capteurs un peu dans la suite au graphe de connaissances. Oui, Est-ce que tu as accès aux slides? Tu peux partager? Non? On voit l'écran? Parfait. Bon, tu as la parole. Bon, tu as la parole. Je vois que votre micro n'est pas allumé. Votre micro. est-ce qu'on m'entend? Maintenant. On m'entend là? Oui. OK. Du coup, je recommence. Vous me dites hein, si vous m'entendez ou pas. Là, tu peux commencer. Ah, super, merci beaucoup. Donc, je disais que je vais parler des capteurs au graphe de connaissances et en particulier, vous parler d'une illustration sur la pollution de l'air, qui est un des phénomènes, des conséquences du fait de l'action de l'homme par la cuisine, par la circulation automobile, par les feux de brousse et tout ce qu'on veut. Et donc, il y a un lien direct avec tout ce qui impacte sur le changement climatique. Mais avant, je veux juste encore une fois remercier d'abord l'université d'avoir accueilli cet événement et aussi appuyer vraiment le fait de l'énergie que Ghislaine, toi, tu fais. On ne comprend pas trop, tu es l'initiateur principal en fait de cette initiative tournante et je voudrais que ceux qui sont là dans la salle et l'Université Labbé qui comprennent ça et qui te remercient encore une fois avec Christelle qui se mobilise, Michel Cana, voilà. Et puis tous les bénévoles, hein, enfin les enseignants qui viennent donner les cours. Donc je commence par ça, puisque comme ça, même si Internet coupe, j'aurais dit déjà cette chose qui était très importante pour moi. Voilà. Donc je vais faire un peu de pub. D'abord, comme d'habitude, d'abord parler de l'Université de Bordeaux, parce que tout le monde ne sait pas nécessairement. Nous, on est au sud-ouest de la France, c'est une belle ville plutôt pour étudier. Vous avez des étudiants qui parfois voudront aller à l'étranger, 50 000 étudiants environ. Je sais que j'ai entendu que l'AB, c'est 180 hectares, et bien on a 260 hectares, je vous parle un petit peu. Donc voilà, c'est un grand campus qui est séparé sur plusieurs domaines.
je parle de 2 diplômes qu'on a ici qui sont en lien avec, qui pourraient intéresser certains. D'abord, un diplôme en informatique de santé. Donc, c'est justement une des choses qui est utilisée pour les types de travaux que je vais vous présenter à l'ISPED, l'Institut de santé publique, épidémiologie et développement. Et on a un autre diplôme à Public Health Data Science. Celui-là, il est en anglais. C'est une sorte de master 2+, parce qu'il faut avoir des prérequis souvent entre maths, info et épidémio, donc mais c'est pas mal. Voilà, ça, j'ai dit ça. Et en termes de recherche, on a 10 équipes de recherche. Je fais partie d'une des équipes que je co-dirige, qui s'appelle, donc le labo lui-même, c'est Bordeaux Population Health. On fait beaucoup d'épidémio ici. J'ai des collègues qui font des biostats. Nous, on fait de l'informatique de santé, enfin, manipulation de données pour, en général, des questions de santé publique. Alors maintenant, je reviens à la présentation elle-même. Ça va être relativement rapide et puis léger, si j'ose dire. Et puis, je suis très content que Catherine soit passée avant moi parce qu'elle a abordé certains aspects. Donc, ça me permet d'avancer très vite sur certaines slides. Le fait qu'on ait finalement beaucoup de sources de données aujourd'hui, des choses qui peuvent être hétérogènes, à la fois des données issues de l'Internet des objets, comme on dit IoT, le professeur Laskri, le doyen de Kofi Annan, le recteur de Kofi Annan en parlait dans sa présentation. Vous avez toutes les données de réseaux sociaux, des données open data justement, qui a été présenté à la fois par le monsieur de Belgique, mais également par Catherine Rousset, et puis toutes les données qu'on appelle données traditionnelles, les données d'enquête, de recherche clinique, les données des hôpitaux, donc des dossiers patients, et puis les registres qui sont très utilisés pour recenser des cas incidents sur certains types de pathologies. En particulier, je vous montrerai un justement au Canada pour ce qui est de la pollution de l'air et l'association avec de la santé. Et puis, il y a toutes les données issues des satellites, des capteurs, dont tout à l'heure, Ghislaine en parlait. Et on va vous montrer tout à l'heure quelques données justement qui commencent à être générées. Et là aussi, il faut vraiment remercier Ghislaine et les généreux appuyeurs de cette initiative. La pollution de l'air, c'est quand même quelque chose de très important. C'est un des gros facteurs de risque pour les maladies et les décès au niveau mondial. Là, je vous montre, vous avez sous les yeux un graphique qui vous montre les différents facteurs de risque que vous avez à gauche, majeurs, et puis vous avez le nombre de millions de personnes qui décèdent par an du fait de ces facteurs. Et vous allez voir qu'il y en a 2 là. Vous avez la pollution de l'air, à la fois air intérieur et air extérieur. Malheureusement, on n'a pas eu la présentation de Thierno Diallo, du CSTB, Dr Thierno Diallo, qui aurait pu parler beaucoup de l'air intérieur parce que c'est des choses qu'ils font autour des bâtiments. Mais en tout cas, il y a un gros enjeu autour de ces questions-là. Et donc ça, c'est essentiel. Et puis une autre carte, une autre manière de représenter ça, on voit ici le pourcentage de décès sur l'ensemble des pourcentages annuels dus justement à ces polluants, et en particulier des pollutions atmosphériques type particules fines, peut-être que ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Il y a un lien, la littérature scientifique, donc les équipes qui font de la recherche sur ces sujets ont suffisamment déjà documenté le lien qui peut exister entre des polluants qu'on peut trouver. Il y a différents types, je vous en parlerai. En particulier, un des polluants, c'est de l'air, hein. C'est les particules fines. Vous entendez souvent parler de ça. On dit, attention, il faut réduire la vitesse parce que plus il y a de véhicules, plus la vitesse est élevée, plus on absorbe de particules fines du fait du pétrole utilisé, enfin du carburant utilisé en général. Et des particules fines, c'est le PM2.5. Et je vous dirai tout à l'heure, ça, c'est la taille de la particule. C'est des microns, millimètres. Et ça, comme vous voyez ici sur le graphique à gauche, ça se dépose sur différentes parties de l'organisme, en particulier les bronches, ça occasionne des problèmes respiratoires. Vous voyez ici à droite les types de pathologies qui peuvent être associées à ces différents polluants. Je vais vous montrer qu'on a 6 polluants généralement qui sont
régulés, on dit, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les pays, normalement, sont obligés de les suivre pour les quantifier parce que ça a un impact direct, en fait, sur la pollution. Là, je vous montre ici quelques éléments d'information. En particulier, ce qui est important, c'est la taille. La taille de ces particules fines. En fait, quand on dit PM2.5, ça veut dire que la taille, là, le diamètre, c'est 2.5 micromillimètres. Vous avez PM10, vous avez le CO2, vous avez le NO2, le monoxyde, etc. Et certains, dans les présentations précédentes, en ont déjà parlé. C'est le fait de cuisiner au bois, de cuisiner au gaz, c'est le fait d'utiliser les véhicules, c'est le fait des feux de brousse, c'est le fait de l'action, généralement de l'homme, des avions, voilà, c'est tout ça et puis parfois aussi, on verra même les outils numériques qu'il y a aussi émettent. Ils sont révisés régulièrement pour justement suivre ça. Et on voit ici que les polluants, vous avez les polluants dits polluants régulés, donc ils sont monitorés, en particulier en Europe. Je pense que pour le moment, il y a quelques soucis dans des pays comme en Afrique, comme la Guinée, par exemple. Je dirais tout à l'heure que, hélas, je ne suis pas très finement ce genre de polluants. Mais vous voyez ici, il y a des seuils qui sont fixés, seuils de concentration journalière ou annuelle. Et pour dire, en gros, dépasser ces seuils, il y a un risque pour la santé. Et donc, il faut des mesures. Et donc, vous voyez ici des chiffres, par exemple, le PM2.5, qui sont en microgrammes par mètre cube d'air. Vous avez des concentrations, seuil de référence en 2005, c'était à 10. Maintenant, ça a été abaissé à 5 pour l'année. Donc, l'absorption annuelle, en 24 heures, il ne faut pas que ça dépasse normalement 15. Vous avez le PM10, etc. Voilà, vous avez des chiffres à droite. Vous aurez les slides pour voir ça parce que ça va ensuite expliquer un peu plus les travaux que je vais vous présenter. Il y a déjà plusieurs portails qui existent. Parfois, il y a des capteurs qui sont installés, d'où le lien avec ma présentation. Là, je vous montre quelque chose, par exemple, en Chine, pour montrer justement le monitoring de ces polluants. Vous voyez ici, là, l'exemple que j'ai pris à Pékin, on est jusqu'à 230. Alors que vous vous rappelez, pour 2021, là, ce que je vous montrais, on est à 15 et là, on est à 230. Donc, ça veut dire que c'est très, très mauvais et que ce n'est pas très bon pour par exemple, les asthmatiques, ceux qui ont des problèmes respiratoires, les enfants. OK. J'ai pris quelques exemples en Afrique et en particulier au Togo et au Ghana parce qu'ils commencent, eux, à déployer des capteurs qu'on appelle les capteurs low cost. C'est un peu le type de ce que Ghislaine évoquait et qu'il a pu amener à l'AB qui est installé. Et donc, qui permet, là, vous voyez que c'est au Togo, dans certaines villes, qui permet justement de récupérer ces polluants de l'air et qui informe certains modèles pour pouvoir prendre de la décision. Et une chose intéressante à noter ici, c'est ce que vous voyez, le graphique qui est à droite ici, c'est le rouge. La partie rouge, c'est la période de l'harmattan, décembre-février. Vous voyez, quand la période de l'harmattan arrive, eh bien, ces niveaux de pollution augmentent et donc, il y a plus de risques. Ça, c'est quelque chose à savoir parce qu'on est sur les mêmes zones, la Guinée aussi, Sénégal, etc. Tous subissent ce phénomène d'harmattan. Là, c'est aussi au Ghana, pareil. Vous vous retrouvez avec des capteurs à Accra qui ont été posés dans le cadre d'un projet particulier. Et donc, vous voyez ici, ils suivent l'évolution journalière, annuelle, mensuelle de différents capteurs et de différents niveaux de pollution. À savoir que les capteurs dits low cost ne sont pas aussi précis que des capteurs au sol. Il se trouve qu'il y a un gros projet de la NASA avec les ambassades américaines dans beaucoup de pays au monde, y compris en Afrique, pour poser, ils ont à l'ambassade des États-Unis en Guinée, par exemple, à Conakry, il y a un capteur au sol qui mesure le PM2.5. Donc, c'est à travers lui, par exemple, qu'on a
aujourd'hui, à Conakry, la quantité de PM25 journalière, mais aussi au Sénégal, il y en a un. Voilà, il y a quelques pays qui ont ça et l'utilité de ça, notamment, ça nous permet de calibrer les valeurs qui sortent par les capteurs low cost qui sont moins précis en général. C'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et justement, voilà, ici, j'ai pris l'exemple de Conakry je pense que c'est avant-hier que j'ai pris celui-là pour vous montrer que voilà, c'était à 49. 49 est jugé relativement bon de PM25, hein, je veux dire, et donc on a la possibilité de le suivre. Hélas, on n'en a pas suffisamment et ça peut poser des problèmes. Vous avez des portails aujourd'hui qui existent, qui donnent ce genre d'informations, et c'est assez intéressant parce que du coup, ça nous permet, nous, de travailler sur des modèles qui peuvent réutiliser ces données-là pour informer des systèmes, pour informer de la décision, parfois de diminution de la vitesse, d'actions préventives, etc. Et de ce point de vue, il y a plusieurs approches qui sont arrivées récemment, sachant que ça, c'est traditionnellement, il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui sont utilisées avec des approches statistiques traditionnelles pour suivre, et donc si c'est des données répétées, temporelles, pour les analyser et voir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact potentiel sur, par exemple, la santé. Mais de plus en plus, il y a des approches basées sur l'IA qui arrivent sur différents types de technologies, différents types de modèles, différents types d'approches. Et on voit bien en Iran, en Chine. Évidemment, en Chine et en Inde, ils sont très concernés par ces questions parce que c'est, hélas, j'écoutais il y a encore 2 jours, en Inde, vous aviez 3 villes ou 4 villes qui avaient des gros problèmes de pollution. C'est phénoménal, où clairement, c'est quasi impossible de respirer dans certaines zones, et donc c'est un vrai phénomène. Et parmi les approches, dans vos cours là, que vous avez eu pendant tous ces jours, il y en a qui ont beaucoup parlé d'analyse de données de machine learning, donc des approches traditionnelles d'apprentissage, mais il y a aussi des approches de deep learning, donc avec de l'IA plutôt profond. Dans la présentation du doyen de Kofi Annan, il avait distingué cette IA dit stochastique ou statistique versus IA symbolique. Là, ce matin, vous avez eu la chance d'avoir Catherine qui vous a parlé des ontologies et donc qui relève plus de l'IA symbolique. Et moi, justement, le petit cas d'usage que je vais vous montrer, c'est une association de ça, donc des graphes, du IA symbolique, des symboles, et de l'apprentissage sur ces graphes, donc des statistiques, du deep learning quelque part. D'accord? Et un exemple que j'aime bien montrer, puisque au-delà des capteurs qui sont utilisés pour donner de l'information sur le niveau de pollution, il y a d'autres sources de données alternatives qui sont utilisées, en particulier les réseaux sociaux. Et cette étude que je vous présente là, justement, a utilisé les données de Weibo, c'est le Twitter, oh là là, j'ai pas la... 2 secondes. Donc là, vous voyez mon écran. To start your video. Pourquoi on ne voit pas ma... Ah oui, d'accord, OK. Alors, vous voyez là, toujours mon écran, j'imagine, et parce qu'en mode plein écran, on ne voit pas, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, cette carte de la Chine que vous avez en bas à droite ici. Ce que ça vous montre, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sur une période de temps, sur 70 villes en Chine et 280 millions d'utilisateurs de Weibo, qui est le Twitter chinois, sur les polluants atmosphériques là, qui sont régulés par l'OMS, PM2.5, PM10, CO2, etc. Et donc, avec 70 stations météo également, avec les zones limitrophes de divisions administratives, ils ont réussi, à partir des conversations des personnes en ligne, donc à partir des conversations des personnes en ligne et les niveaux de pollution, voir le lien, et donc les plaintes des gens sur Twitter chinois, les plaintes qu'ils ont sur le fait qu'ils avaient un problème respiratoire aujourd'hui, ils avaient des yeux rouges, etc., etc. Le lien une corrélation qui peut exister entre le niveau de pollution et ces pathologies, ces symptômes que les gens présentaient. Et donc, c'est ce que vous avez sur cette carte, sur ces cartes, différentes cartes que vous avez, et on voit bien, il y a une différence d'ailleurs entre les différentes zones de Chine.
ce genre de dashboard, ce genre de rendu sont assez intéressants pour des décideurs parce qu'ils peuvent anticiper et parfois même un mois avant la survenue effective de l'événement en question. Donc, je continue en mode plein écran. Et puis, vous avez d'autres types de sources de données, cette fois-ci avec, là en l'occurrence, c'est un registre de données. Ce sont des bases de données qui vont faire des enquêtes statistiques en général auprès d'une population sélectionnée pour leur poser un certain nombre de questions sur des questions de recherche précises. Là, en l'occurrence, ils ont constitué une cohorte, donc une cohorte de données, une grosse base de données de 4,9 millions d'habitants dans l'Ontario. Et l'enjeu, c'était justement à partir des données de capteurs environnementaux qu'ils ont relevés, c'est aussi questionner les gens sur les types de pathologies qu'ils présentent, sur les types de symptômes, etc., etc. Et donc, ça leur fait une grosse base de données sur laquelle, après, il y a des études statistiques épidémiologiques qui sont faits pour arriver à voir la corrélation, le lien potentiel qui peut exister entre des pathologies que les gens présentent et le niveau de pollution au sein de l'environnement. Et donc là, en l'occurrence, je vous donne deux exemples. Ils ont montré à partir justement de cette grosse base de données que, par exemple, le fait que le PM2.5 augmente de 10 microgrammes par mètre cube faisait que le diabète aussi, le taux de diabète augmentait de 11%. Donc, vous voyez bien, même pour des pathologies non soupçonnées, parfois, le lien entre pollution et diabète, eh bien, il y a là de l'évidence avec des études assez sérieuses qui vous montrent quand même le lien qu'il peut y avoir. Évidemment, c'est documenté depuis très longtemps pour tout ce qui est maladies respiratoires, parfois cardiaques, etc. Et donc, c'est un vrai enjeu, en réalité, de santé publique de ce point de vue. Et à côté de ce type de données donc relativement propres, cadrées, on a aussi une autre source de données essentielle, c'est les données issues des satellites, et en particulier des satellites d'observation de l'environnement et de l'atmosphère. Un des gros pourvoyeurs, comme vous connaissez, c'est la NASA, qui a tout un service, et comme je vous ai expliqué, il y a un projet particulier pour doter, au-delà de ces satellites observationnels, mais il y a aussi c'est ce gros projet au niveau mondial pour doter certains pays de capteurs au sol, donc qui peuvent renseigner des systèmes informatiques, des modèles environnementaux de ce point de vue. Donc, je vais venir à la présentation plus spécifique de use case. Et d'abord, le contexte de ce travail, c'est qu'on a dans une discussion avec des collègues de l'Université de Waterloo au Canada, qui avaient un gros projet en Mongolie. Mongolie étant, j'ai appris, l'un des pays les plus pollués au monde, où Ulaanbaatar, la capitale, elle est vraiment fortement affectée. Donc, ils ont voulu faire une étude sur le lien, évidemment, entre pollution atmosphérique, pollution extérieure, parce qu'en réalité, il y a la pollution extérieure, comme j'ai dit en préambule, et la pollution intérieure, parce que les matériaux qu'on utilise dans nos bâtiments aussi émettent en réalité la peinture, le carrelage, etc., etc. Mais là, je vous parle des matériaux extérieurs avec les capteurs, donc avec l'air extérieur. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser un réseau de capteurs placés en particulier dans les écoles, parce qu'il s'intéressait particulièrement à cette population d'élèves de maternelle et de lycée. Et donc, et puis avec les données des hôpitaux, et en particulier les données des causes de décès. Donc, essayer d'utiliser à la fois donc, des données de capteurs, donc l'IoT, des données issues des hôpitaux et des enquêtes faites auprès des écoles pour monitorer la pollution 2.5, PM2.5, PM veut dire particules matter, hein, d'accord? Particules fines, quoi, 2.5 et 10, et voir l'impact que ça pouvait avoir sur les pathologies. Et les pathologies sont codées avec des codes spécifiques. Tout à l'heure, Catherine parlait d'ontologie, ça peut être des terminologies, et il se trouve qu'au niveau mondial, il y a des standards, des terminologies qui existent en santé, et une des terminologies, justement, c'est de coder les symptômes et les pathologies. C'est la classification internationale des maladies. En anglais, on l'appelle ça le ICD, International Classification of Disease. Il y a plusieurs versions, et en ce moment, il y a la 11 qui vient de sortir, mais jusque-là, les gens utilisent encore la 10 et la 9 plutôt. D'accord?
Et donc, nous, on est parti de ça, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait regarder par rapport au background de l'équipe à laquelle je suis, est-ce qu'on sait faire, nous, en utilisant des graphes, des ontologies, si on était capable d'arriver au moins à reproduire ce que l'état de l'art, ce que les études épidémiologiques ont déjà montré sur le lien entre donc, polluants, qui sont avec des données de capteurs, et des pathologies qui, du coup, sont retrouvées à travers la littérature scientifique. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler, et donc ça donne lieu au Use Case Panorama, sur lequel on a eu la chance que deux étudiants en particulier y travaillent, Narissa Karmali, je pense que je mentionne un peu plus tard, et Abdou Gafarou Maman, qui est en ce moment en Master 2, justement, CITIS, que j'ai présenté en amont, Narissa Karmali, qui a fait un master conjoint entre McGill au Canada et chez nous, le PhDS, dont je vous parlais, qui est en anglais, et donc qui a travaillé sur ça. L'idée était d'intégrer des données très variées, donc à la fois des données satellitaires, des données de surveillance de l'environnement au sol, des données issues, là en l'occurrence, d'urgence sanitaire, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle le SAMU. Le SAMU, c'est quand on a des problèmes de santé, on peut appeler un service, le 15, et voilà, faire la plainte. Et donc, ça, c'est enregistré. Ces plaintes sont enregistrées. Pourquoi vous avez appelé, vous appelez de quel lieu, etc. Et donc, essayez de faire des corrélations à partir de la subdivision géographique du territoire. Et celle-là, elle est donnée en France, par l'INSEE, mais en Guinée, ça peut être l'Institut national de statistique. D'autres pays, c'est d'autres... au Sénégal, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a l'Institut de statistique aussi au Sénégal, qui a une subdivision géographique par laquelle l'unité, en fait, l'unité la plus petite, ça peut être le quartier, ça peut être la commune, pour pouvoir trouver des indicateurs. Et donc, nous, on a utilisé une autre source de données satellitaires qui est les données issues du Copernicus. C'est donc des satellites européens, mais en réalité qui vont au-delà de l'Europe. Il y a une forte collaboration avec la NASA, notamment, qui surveille en fait l'atmosphère. Et donc, il y a on peut retrouver à travers Sentinel, Sentinel, avec plusieurs générations, on peut retrouver des données sur la pression atmosphérique, le taux d'humidité, le PM 2.5, le CO2, etc., etc. Et donc, on peut réutiliser ces données, c'est des données ouvertes qu'on peut récupérer, elles sont massives, et ensuite, elles peuvent être utilisées dans des outils pour faire des travaux. Et là, nous, l'enjeu, c'était de dire, dans un contexte, parce qu'au début, c'était vraiment dans des pays dits du Sud, tels que la Guinée, où on a du mal à avoir des données propres, des données statistiques, est-ce qu'il était possible d'utiliser des données alternatives, en fait, pour faire ce type de travaux, hein, de détection de liens possibles? Et donc, puisque ces données, finalement, peuvent être disponibles dans plusieurs pays, je vous ai montré tout à l'heure des portails avec des capteurs à la fois, parfois, qui sont détenus par des citoyens, qui sont déployés au niveau de certains lieux fréquentés, on peut avoir ce type de données, mais ça peut être aussi des données de mobilité issues des téléphones, etc. Et donc, nous, on a utilisé ces données-là, mais aussi on a utilisé des données de capteurs au sol cette fois-ci. Il se trouve qu'en France, chaque région a une association qui monitore la qualité de l'air. Par exemple, pour l'Aquitaine, la région dont Bordeaux fait partie, c'est l'ATMO, l'agence territoriale pour le monitoring de la qualité de l'air. Et aussi là, il y a le monitoring qui est fait et donc qui vous sort journalièrement le niveau de pollution PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2. Et maintenant, ils ont même un capteur dans une de nos communes, ici pour le moment un seul, sur les particules dites ultra fines. Là, on parle de particules fines, mais il y a encore des particules beaucoup plus petites, malheureusement, qui ne sont pas encore régulées. Donc, il n'y a pas d'obligation à les monitorer. Donc, on a utilisé également ces données qui sont disponibles. Là, vous voyez, c'est vous montrer un peu l'évolution de ces données au cours du temps sur différentes communes de la zone. Ici, on a Bordeaux, on a Talence. Talence est une des communes limitrophes, Mérignac, c'est là où il y a l'aéroport, etc., avec le niveau qu'on peut avoir. Et donc, ces données aussi sont accessibles. Et à côté de ça, des données issues justement des appels téléphoniques du SAMU. Bon, là, ce que j'ai fait, j'ai caché certains types parce qu'il ne faut pas qu'ils soient divulgués. C'est des données qui sont obtenues dans le cadre d'un projet particulier. Mais vous voyez, à chaque fois, on a la date et l'heure d'ailleurs d'appel.
on peut avoir le diagnostic. Et le diagnostic, vous voyez là, c'est codé avec justement cette terminologie, je vous disais, le ICD, la classification internationale des maladies. C'est ce qui permet de faire le gros dashboard que je vous ai montré sur les gros facteurs de risque, parce que tous les pays vont coder de la même manière, etc. Et comme ça, on peut se comprendre. Comme disait Catherine, on peut se parler le même langage, on peut s'interopérer. D'accord? Et donc, on a utilisé ça et pour modéliser tout ça sous forme d'un graphe de connaissances. Et à partir de ce graphe de connaissances, on va faire de l'apprentissage machine pour essayer de détecter les liens qui peuvent exister. On transforme en fait le problème de détection du lien entre des polluants et des symptômes ou pathologies en un problème de ce qu'on appelle prédiction de liens dans un graphe. Donc, entre des nœuds qui existent globalement. Hein. Donc, les graphes, tout le monde, en fait, les manipule sans se rendre compte ou les utilise intuitivement. Tout le monde utilise Facebook, LinkedIn, TikTok, etc. C'est des réseaux. Et ces réseaux se modélisent avec des graphes. Chacun de vous, c'est un nœud. Vos amis, donc je connais un ami, c'est un arc. J'habite à un lieu, c'est un autre arc vers un lieu qui est un nœud, etc., etc. Donc, les graphes sont devenus très populaires pour, en particulier dans le domaine biomédical, pour représenter des problématiques biomédicaux, etc. Et donc, biomédicales, pardon. Et qu'à partir de ça, après, avec l'association, notamment maintenant de l'IA, du deep learning, on peut arriver à répondre à certains types de questions. Pas toutes les questions, mais certains types de questions. Et donc, c'est ce que je vous disais, il y a 2 masters qui ont bossé sur ça. Mais pour que vous compreniez un petit peu ces graphes, mais je vais passer rapidement du coup parce qu'il y a eu un préliminaire. Faire la différence rapidement, mais il en a parlé, web sémantique, web actuel. En fait, vous savez, le web classique, c'est des pages web, globalement, et des liens entre ces pages web. Donc, il y a en réalité un modèle qui est simple, c'est des ressources et des liens entre des ressources. Alors que le web sémantique, comme le disait Catherine, vous avez vraiment, c'est de la donnée qu'on manipule. On manipule des logiciels, des documents, des versions de logiciels, des auteurs de ces logiciels. Donc, vraiment, on parle de choses, quoi. On parle de choses claires. Et donc, on va faire des nœuds, on va faire des relations entre les nœuds avec certaines relations qui sont très spécifiques, qu'on appelle la subsumption. Et elle parlait d'inférence qui nous permet notamment de faire des inférences. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Vous avez maintenant beaucoup de bases de connaissances, de graphes, en fait, qui sont en ligne, qui sont réutilisables, qui sont décrits dans le langage qu'elle disait le RDF, et en particulier DBpedia, qui est la version donnée de Wikipédia, et qui nous permet aujourd'hui de répondre à certains types de questions auxquelles on ne pouvait pas répondre. Aujourd'hui, le graphe, il est devenu énorme au fil du temps. Je vais vous montrer, vous voyez, il est devenu énorme, et donc on peut de temps en temps, j'espère qu'un jour, par exemple, on pourrait justement arriver à exposer les données qui sont issues du capteur de l'AB, par exemple, en ligne, pour que d'autres puissent les utiliser pour des études. Et tout le monde utilise un graphe de connaissances au quotidien si vous utilisez un moteur de recherche. Un exemple typique, c'est le graphe de connaissances de Google, puisqu'elle utilise un, c'est ce qui lui permet de répondre à des questions très précises. Par exemple, quand on dit, vous voyez là, par exemple, c'est un auteur, attendez, hop, c'est très lourd, Da Vinci, vous connaissez à la fois artiste, peintre, etc., italien. Et donc, ce monsieur, il a peint, il a peint la Joconde que vous connaissez, Mona Lisa, mais les contemporains ou amis, ou je ne sais pas, prof de Michel Angelo, etc., etc. Vous avez, il est d'Italie, même si c'est disputé par d'autres pays. Voilà. Donc, vous avez tout un réseau qui est modélisé. Et ça, c'est pourquoi on parle de symboles, IA symbolique. En réalité, vous voyez là, je décris quelque chose. Da Vinci, c'est des symboles que j'utilise. Mona Lisa. Quand je dis avril 15, 15, c'est un symbole. Donc, j'utilise pour nommer les choses et les liens qui peuvent exister entre les choses. Et donc, c'est ce qui permet de répondre à une question pratique. Vous voyez là, ce que je vous montre, c'est que dans Wikipédia, vous le connaissez, il est représenté de cette façon-là textuelle, mais en réalité, il y a une version donnée. Bon, j'ai un petit bug, je ne sais pas comment, lorsque j'ai généré mes slides, je me suis retrouvé avec quelque chose, ça au fond, mais bon, ça n'empêche pas de regarder ce qui est important ici. À côté, vous avez ce qu'on appelle un infobox, où vous avez en réalité quelque chose qu'on peut réutiliser justement dans un graphe, dans une ontologie. Vous voyez, en fait, l'AB, c'est une entité qui est dans un pays, Guinée, qui a comme maire celui-là, qui a comme population ça, qui est comme coordonnées géographiques des GPS, etc. Donc, en fait, c'est des propriétés, c'est des liens. C'est comme si vous preniez une base de données relationnelle, vous décriviez l'entité, l'AB à peu près dedans, avec là des relations dites sémantiques, ce dont on parlait. Donc, ça, c'est réutilisé pour constituer des graphes.
et en particulier populer un gros graphe qu'on appelle DBpedia, mais aussi il y a des gens qui alimentent manuellement ce type de graphe. En l'occurrence, il y a Wikidata, vous pouvez googler après parce qu'on n'a pas là beaucoup de temps, mais vous pouvez googler pour regarder ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut réutiliser ce type de disponibilité, de type de données et de connaissances pour nos projets, nos outils, nos services que nous développons. OK? Et en particulier, quand je dis quelle est la population, vous voyez ça, vous tapez ça, vous pouvez essayer quelle est la population de l'abbé en Guinée, paf, il me répond, c'est 200 000. On croit il est hyper intelligent, mais en fait, c'est parce qu'il utilise le graphe qui est derrière. Donc, il est allé requêter, il a utilisé le SparkQL dont vous parlez justement, Catherine. J'en parle de tout ça parce qu'en fait, ça a un impact potentiel. Et bien, donc, je me suis amusé. Quel est le recteur de l'université de l'Abbé? Qui est le recteur de l'université de l'Abbé? Eh bien, il est capable de me répondre en me disant que le recteur de l'université de l'Abbé, vous voyez, il me dit le nom, et puis il me sort des choses qui sont liées au recteur, etc. Il me dit que c'est celui-là, Dr Mohamed Serif. Voilà, parce qu'il y a un graphe, en fait, qui est utilisé pour ça. Je vous dis tout ça pour vous dire qu'en fait, on exploite ça, ces graphes. On va, à partir de ces graphes, parce que c'est des symboles, on ne peut pas calculer avec des symboles. Mais ce qu'on peut faire, on va transformer ce graphe, ces symboles, en quelque chose de vectoriel. Là, en l'occurrence, chaque nœud, éventuellement chaque relation, là, chaque arc, on va le transformer en un vecteur de chiffres pour donner le contexte du nœud ou de l'arc en fonction de ses voisins. C'est comme je décris Ghislaine en fonction des amis qu'il connaît, par exemple. OK, je me définis en fonction de ce que je fréquente, ce que j'aime, etc. Parce qu'après, ça, c'est très important, c'est ce que je pourrais utiliser. Une fois que j'ai vectorisé, vous faites de la géométrie, vous faites de l'algèbre linéaire, eh bien, on peut faire du calcul vectoriel. On peut utiliser des opérations là-dessus. Et parmi ces opérations, c'est par exemple prédire les voisins, faire de la classification, visualiser les proximités, etc., etc., etc. Et donc, nous, c'est ce type d'opération qu'on va utiliser parce que vous voyez, l'idée, cette opération qu'on appelle embedding, le fait de plonger en fait ce graphe dans un espace, c'est ce que vous retrouvez ici, dans un espace à n dimensions. OK? Cet espace à n dimensions, donc c'est le nombre d'entrées du vecteur que vous avez pour représenter vos données. Donc, à partir de là, on a quelque chose de mathématique et on peut travailler sur ces choses mathématiques pour faire des calculs, des opérations, etc. Et notamment une opération de prédiction de liens, d'association entre des nœuds. Et c'est ce qu'on a exploité pour faire le travail. Et donc là, vous voyez, donc d'un point de vue très haut niveau, c'est ce use case. Du coup, il a été modélisé par ces jeunes collègues en termes de capteurs, de données satellites, donc des données de capteurs de données de satellites, des polluants, des données issues du SAMU, des données donc, qui renseignent sur les symptômes et les pathologies et les lieux géographiques. Le lieu géographique ici est utilisé comme un proxy parce que si quelqu'un appelle du quartier AFIA 2, eh bien, il présente symptômes. On va aussi regarder quel était le niveau de pollution sur un an, etc. C'est un peu ça, c'est pourquoi on parle d'un proxy. Et nous, l'idée, c'était d'arriver à inférer, donc à déduire cette relation. Quelle est la relation qui peut exister entre un polluant et des pathologies en particulier. Et donc là, c'est le workflow utilisé et notamment la partie embedding, comment on transforme le graphe en quelque chose de vectoriel et à partir de là, on va faire des opérations de link prédiction. Ça, c'est la partie dite IA, hein, c'est-à-dire que vous avez d'abord la partie de modélisation du graphe qui est de l'IA symbolique et ensuite une partie deep learning pour ce qu'on va faire de l'apprentissage sur des graphes. Ça, c'est le workflow global qui est utilisé, de la modélisation du graphe, du choix des sources. Vous voyez les sources, de l'instanciation, et ensuite, on est obligé de faire ce qu'on appelle des ETL, extract, transform, load, extraire, transformer et charger, dans une base. Elle parlait de triple store. Là, en l'occurrence, on a utilisé un triple store particulier qu'on appelle Blaze Graph, et ensuite, on va récupérer ces données pour utiliser des modèles qui nous permettent justement de plonger ces graphes dans un espace. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont utilisés, plusieurs algorithmes d'IA qui sont utilisés pour ça. Je vous en liste quelques-uns, mais c'est peu important pour vous. Mais l'essentiel, il y a des opérations que ces modèles font pour représenter ces graphes en vecteurs. Et donc, ensuite, on va y faire du travail sur ces vecteurs-là pour faire de la prédiction de liens, etc. Et là, vous voyez, ça, c'est l'air petit, mais en fait, c'est ce graphe qu'on obtient à la fin avec des instances.
Donc, instance, vous connaissez ce que c'est, comme une base de données. On avait à peu près 2 millions de triplets, donc 2 millions d'unités, c'est sujet, prédicat, objet. C'est sujet, prédicat, objet, qu'est-ce que ça veut dire? AFIA, à telle date, à un niveau de pollution. C'est ça que ça veut dire, quoi. C'est 3 choses, OK? Gaillot fait la présentation sur les capteurs. Gaillot, présentation capteur, OK? Donc, voilà, c'est ce que vous avez ici pour vous montrer le graphe. Et ensuite, ce graphe a été utilisé avec les modèles d'embedding, là, qu'on a. Et à partir de ces modèles d'embedding, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire de la prédiction de lien, de regarder est-ce que je suis capable de voir s'il y a des associations qui peuvent exister entre des nœuds polluants et des symptômes. Et donc, les chiffres que vous avez là à droite, vous voyez ici, c'est le modèle là en particulier, TransE, mais vous vous en foutez. En tout cas, il y en a un qui montrait que sur chaque 10 résultats qu'on fournissait, en fait, il y a plus de 50% de chances qu'on retrouve des bons liens, donc des bonnes associations telles que la littérature scientifique nous dit. Par exemple, que le fait d'avoir un PM25 élevé fait qu'on va avoir de l'asthme, par exemple. Hein, je vous donne ça. Mais de manière plus précise, par exemple, on a été capable de reproduire que les PM, les particules fines, causaient ce genre de symptômes à partir justement des appels des gens qui ont fait. Et depuis lors, ce travail a été amélioré parce qu'on a intégré de nouvelles données issues de la littérature scientifique pour aider, parce que pour faire de l'apprentissage de ce type, on est obligé évidemment d'avoir ce qu'on appelle une vérité terrain. Et donc, plus on a de la vérité terrain, plus ces modèles sont capables de fournir de meilleurs résultats. Et du coup, en réalité, le résultat que je vais montrer précédemment, ça a amélioré depuis. Bon, je ne vous le présente pas parce que ce n'est pas encore sorti quoi, public. Mais bon, il y a des limites. Je vous montre une manière de faire en faisant des approches d'IA, etc., pour une question particulière, là, en l'occurrence, question, on va dire, environnementale, etc. Mais il y a plusieurs limites à ce travail. D'abord, on a un proxy qui est grossier parce que c'est la localisation géographique qui est utilisée. Parfois, les capteurs sont loin de la réalité de là où la personne appelle. Et puis, je ne vous ai pas détaillé ça, mais il y a aussi un problème parfois parce qu'en réalité, le tableau des données de santé que je vous ai montré, ce n'est pas tout à fait la classification internationale des maladies qui était utilisée. C'était une autre classification ad hoc. Donc, il fallait faire ce qu'on appelle des alignements, des mappings. Donc, il peut y avoir des problèmes avec ça. Enfin, bref, il y a un certain nombre de problèmes. Plus un autre problème majeur, les données satellitaires, là, donc les capteurs des satellites, c'est sur 2 km le rayon, alors que les capteurs au sol sont d'un scope plus petit. Donc, il y a tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte, etc. Il y a des ambiguïtés qu'il peut y avoir sur le nom des lieux. Bon, bref. Mais en tout cas, ça nous donne déjà des indications. Donc, c'est une preuve de concept, etc. Nous, on continue à travailler là-dessus. Eh bien, dans tout ça est la baie. Heureusement, il faut remercier vraiment encore Ghislain parce que grâce au capteur qui a été installé depuis 2-3 jours maintenant, il commence à faire des données. Donc, vous pouvez aller en ligne. Je pense qu'ils vont vous donner le lien. Et moi, je suis allé regarder. Là, il y a 2 jours, hein, je crois que j'ai relevé celui-là. Il est relativement élevé. Je ne sais pas qu'est-ce qui occasionnait ça. Mais votre enseignant Colico m'a envoyé les données plus précise du 15 et du 16. Et ça, c'est la photo du capteur qui est installé en ce moment. Donc, je pense que les gens seront curieux que Ghislain et Colico, enfin, que l'équipe là, leur montre ça. Et ça, c'est le donné qu'ils sortent. Vous voyez, c'est le donné du PM25, hein, parce que c'est celui-là qu'ils monitorent. Et vous voyez ici, par exemple, à 13h50, c'était un niveau de 21 qui était très, très bon, quoi. 23, etc. Et que ça a l'air de ne pas varier, quoique parfois, hein, vers les 20h, et ça, j'arrive pas à expliquer. Et c'est pareil aussi lorsqu'il avait installé chez lui, Colico. On retrouve quand même un niveau relativement élevé. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que j'arrive pas à quoi ça, je ne suis pas arrivé à l'expliquer, mais en tout cas, le niveau, vous êtes plutôt dans un environnement relativement sain, et heureusement que pour le moment, il n'y a pas de feu de brousse, parce que je me rappelle une fois à l'université, on est arrivé, ils avaient brûlé. Si on avait fait à l'époque cette évaluation, on se serait trouvé avec des chiffres un peu plus élevés que ça. Parce que vous êtes dans un environnement sain, c'est pourquoi je suis allé capturer dans la vidéo l'image, ça montre que vous êtes boisé, etc., que peut-être c'est sain, il n'y a pas beaucoup de trafic, en réalité, même s'il y a la nationale qui est à côté. Mais du coup, moi, je rêve, j'espère que on pourra multiplier ce genre de capteurs et donc pouvoir relever des données et faire des études assez circonscrites sur certaines zones pour enseigner. Et donc, c'est ça
futur sur ce genre de projet, c'est-à-dire c'est d'avoir à la fois des données satellitaires, des données au sol, des données environnementales, mais également des données sur les feux de brousse, des données sur les bâtiments, etc., pour avoir quelque chose de gigantesque et sortir sur les différents use cases pour faire de l'éducation, par exemple, sur la sensibilisation sur les gaz à effet de serre, pour les étudiants très tôt, pour les scientifiques pour faire de la recherche, pour les décideurs pour prendre des décisions, pour contourner des routes, etc., pour les citoyens, aussi pour les faire partir de la dynamique pour qu'ils aient des capteurs low cost, parce que j'espère un jour peut-être que même les téléphones seront dotés, je ne sais pas, peut-être que ça va arriver. Et donc, que ces gens-là renseignent ce genre de données pour qu'on puisse faire ce type de travaux. Et évidemment, pour les personnes à risque, les enfants en particulier, je ne vous avais pas précisé ça dans la statistique, mais en réalité, les enfants sont très exposés et si vous regarderez après les slides, vous verrez que le taux de décès prématuré pour les bébés, c'est quand même un impact important, quoi. Donc, ça veut dire que pour les gens qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes respiratoires, on peut les conseiller d'éviter certaines zones à certains moments, etc., etc. Et donc, il y a d'autres sources de données qui existent qu'on peut réexploiter. C'est notamment une des données ouvertes aujourd'hui, c'est les données, vous pouvez aller là-dessus, j'ai fait exprès de laisser le lien, c'est les données de tous comment on appelle, les empreintes des bâtiments au sol en Afrique, en Asie et en Amérique. Et puis, il y en a une autre base de données pour l'Europe. Et vous allez voir, vous pouvez du coup récupérer ces données, vous pouvez, parce qu'en plus, il y a des bâtiments, on peut évaluer la population qu'il y a dessus. De même, par exemple, en exploitant des données issues de la téléphonie mobile et des métadonnées d'appel, qu'on appelle, parce que ça, c'est quelque chose, une obligation légale pour les garder. On peut regarder la mobilité des gens, etc., évaluer l'impact que ça peut avoir. Vous avez des données, tout à l'heure, je vous disais, de la vérité de terrain. Donc là, c'est la vérité scientifique. Vous avez une grosse base de données, Comparative Toxicogenomics Database, qui intègre donc en général tout ce qui est molécules chimiques de manière générale, et donc polluants, etc., et ce que ça peut avoir en termes d'impact sur la santé. Donc, c'est ce diagramme que vous avez ici, les molécules chimiques, l'impact sur les gènes, sur les pathologies, l'exposition que les gens ont. Et puis, il y a les données des registres des hôpitaux, les décès et les causes de décès qui peuvent aussi être exploitées pour ce type d'études. Du coup, je finis là, en conclusion, et les messages principaux que je vais laisser à des jeunes, un public comme vous, c'est de dire qu'effectivement, il y a une opportunité pour exploiter des approches IA et techniques pour des enjeux en particulier de changement climatique, de pollution, etc. En revanche, il faut aussi noter, il ne faut pas l'oublier, heureusement que certains vous ont parlé de tous les risques qu'il peut y avoir, mais il y a aussi l'impact de l'IA et des algos, des apprentissages que vous avez là. Tout le monde entend parler d'aujourd'hui des grands modèles de langage. En réalité, pour les faire apprendre, il y a une consommation d'énergie énorme. Qui dit consommation d'énergie dit émission de gaz à effet de serre. Donc, il y a aussi ça à tenir compte. Et pour ce qui est de Guinée en particulier et des pays à ressources limitées en général, je pense que les capteurs low cost tels que celui que maintenant est à la baie, couplé avec des technologies mobiles, je pense que c'est une bonne approche pour récupérer des données et faire des travaux intéressants sans dire nécessairement qu'il faut que ça vienne de l'Occident d'ici. En réalité, il y a le matériau sur place. Et aussi, un de mes messages clés aussi, c'est de dire qu'attention, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que la partie informatique, technique, non. C'est vraiment quelque chose qui doit être vu aujourd'hui comme multidisciplinaire, c'est-à-dire c'est vrai, la partie technique, théorique, maths appliquées, statistiques, probabilité, algèbre linéaire, vous avez vu, il faut vraiment vous intéresser à ces enjeux. C'est pourquoi moi j'envie les gens qui font les maths, en fait, dans la licence maths, parce que je sais qu'ils sont vraiment outillés pour approcher ce genre de domaine. Et puis, il y a aussi les aspects légaux, les aspects éthiques, les aspects sociologiques. On parlait de l'impact sur les emplois qu'il peut y avoir, les aspects économiques, la perte de revenus ou l'augmentation, la création de start-up, environnementale avec la green tech. Donc, vraiment, c'est d'avoir une approche plutôt large. C'est pourquoi, moi, je pense que c'est bien ce genre d'événement qu'à la fois les gens en économie, les gens en sociaux, les gens en environnement green IT, en technique, en maths, etc., viennent participer parce qu'il y a plusieurs conjonctions
de discipline qu'il peut y avoir. Enfin, je termine, je vous dis merci, et puis merci à l'Université de l'Abbé d'avoir accueilli encore et ceux qui ont initié vraiment cette initiative. Et puis, merci à mes collègues qui ont participé à ces travaux. Et puis, je suis ouvert pour peut-être prendre quelques questions si possible. Je vais arrêter mon partage, comme ça, voilà. Alors, on applaudit, merci pour ça. Alors, on a des questions. Je commence par ici. Bonjour, professeur Gaillot. Peut-être la question même que j'allais poser, peut-être vous avez dit vous-même sur le capteur de l'AB, sur le phénomène qui se passe souvent la nuit. Oui. Nous aussi, hier, on s'est posé la question avec M. Ghislain, on discutait. Je l'ai posé. Est-ce que ce n'est pas les particules, parce que ici ça ventile beaucoup, est-ce que ce n'est pas les particules que le vent soulève durant toute la journée qui est en train de descendre? Parce qu'à partir de 19 h, au fur et à mesure que les particules terminent jusqu'à 0 h, les données vont commencer, les chiffres vont commencer à baisser. Donc je me suis dit, pas ces particules qui sont montées, qui sont en train de descendre, que le capteur est détecté. Ça aussi, ça peut. Honnêtement, je me suis questionné parce que je vois ce pattern arriver, à la fois les données que j'ai vues de la part de Colico, de chez lui, de l'université. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser, quoi. Il faut regarder quelle peut être la cause. D'accord. La deuxième question, est-ce que déjà, nous, ces données qu'on entend qui se trouvent sur le capteur, comme c'est un site qui est approprié, est-ce qu'on a une possibilité de recueillir ces données-là et de le placer, par exemple, comme nous avons un site Internet que des visiteurs vont visiter souvent, pour le placer là-bas en termes de savoir le degré de la pollution? Au lieu de faire le lien, s'il y a une possibilité d'avoir ces données, qu'on peut les placer pour que s'il y a une variation, que ça donne directement. Je n'ai pas compris les données, avoir les données, c'est-à-dire? Les données qui se trouvent dans le site où le capteur met ces données, s'il y a une possibilité de récupérer ces données pour le mettre sur le site Internet. Bien sûr. En fait, là, c'est ce qu'il a récupéré. Moi, il m'a envoyé les données, en fait. C'est ce qui a fait que je vous ai montré. Ça, ce n'est pas nécessairement sur le site. Le site, ce n'est que juste, c'est parce qu'il y a un capteur qui est d'un vendeur particulier, d'un constructeur particulier. Ils ont mis un portail pour justement afficher les données issues de leur capteur, quoi. Enfin, qu'ils ont acheté, c'est ça. Avant ce que je n'ai pas compris. Effectivement, c'est ça. Nous pouvons peut-être, je reviens à la question, si on peut utiliser le capteur directement sur le site de l'université. En fait, là, en l'occurrence, moi, je pense qu'il faut il doit y avoir une connexion sur le capteur, il doit avoir une adresse, je ne sais pas. Bon, il faudra discuter peut-être avec Colico, je n'ai pas les détails, mais on peut les récupérer, hein, on peut, tout à fait. C'est ce que fait l'Atmo en réalité, d'accord? Et l'Atmo, il récupère les données et qui sont affichées, quoi. Ça, c'est possible, hein. Ça, c'est absolument possible. Il y a bien CSV avec les données dans l'ordinateur de Colico. Voilà. Merci, professeur. Merci pour la présentation avec assez d'informations. Alors, j'ai quelques questions, surtout relatives au modèle. Alors, quelle est l'approche que vous avez utilisée? J'ai l'impression que c'est la théorie des graphes, ou bien est-ce que vous avez modélisé vous-même, ou ce sont des modèles qui existent dans la littérature? La deuxième question, comment est-ce que vous traitez les erreurs après avoir généré les données et pour l'interprétation? Quels sont les modèles que vous utilisez pour traiter les erreurs? Et la troisième question, est-ce que le capteur, c'est pour toute la ville de l'Abbé ou c'est spécifiquement l'université ici? Quelle est la portée? Merci, professeur. Ouais. Alors, déjà, merci pour la question. En fait, le graphe, il a été construit. Il a été construit. Bon. En fait, quand on parle de théorie du graphe, évidemment, un graphe, peut-être si ça me permet d'aborder ça, quand on travaille sur des graphes, par exemple pour le parcourir, pour récupérer, je ne sais pas, pour un nœud, pour faire ces embeddings, c'est là où ils vont utiliser la théorie des graphes. Par exemple, pour le parcours de graphes, ils sont obligés d'utiliser des algos de graphes. Par exemple, je vais aller sur le comment on appelle, vous savez, il y a plein d'algos pour chercher dans un graphe. D'accord? Donc là, en l'occurrence, eux, typiquement, ces modèles que je vous ai montrés, utilisent des algos de graphes pour
parcourir ce graphe, récupérer des voisins, etc., et faire les embeddings. Ça, c'est un. Mais le graphe, c'est nous qui l'avons construit. En revanche, si je prends par exemple le nœud que vous avez ici, parce que vous voyez mon écran, le ICD, le nœud, il a été peuplé par des données récupérées ailleurs. D'accord? Là, en l'occurrence, des données de la classification internationale des maladies. Donc, on peut récupérer d'un autre graphe, en fait, OK, qui existe. Par exemple, ça peut justement être un graphe issu du Linked Open Data. OK. Ensuite, sur la question de l'évaluation. En fait, je ne me suis pas étalé dessus parce qu'après, ça est difficile, mais ça, c'est des manières d'évaluer l'efficacité. Vous avez le Mean Reciprocal Rank, par exemple, le MR, le MRR, donc le MR qui est là, le MRR, et le hit arrobase quelque chose. Le hit arrobase 1, le hit arrobase 3, le hit arrobase 10. Moi, je vous ai juste donné le hit arrobase 10 pour vous dire, quand j'ai des résultats, je regarde, vous voyez là, le chiffre qui est là, ça vous dit que 50 et quelques %, c'est bon. Ça veut dire que 40 et quelques, c'est pas bon, quoi. D'accord? Donc, voilà. Donc, on peut quantifier aussi. Sachant que pour arriver à ça, donc là aussi, je ne l'ai pas dit parce que dans les présentations, on vous a parlé de la minimisation d'une fonction de coût, la loss function. D'accord? Donc, il va être minimisé au fur et à mesure pour arriver, en fait, à tes résultats pour que ces modèles fournissent le meilleur résultat possible. Donc, il y a tout ça qui est derrière ici. Mais bon, je n'ai pas évoqué tout ça. Et puis, la troisième question, c'était sur… Je ne sais plus, pardon. Est-ce qu'il y avait une troisième question? Côté du capteur. Ah non, le capteur, du coup, il est localisé. Donc, ça veut dire que, évidemment, c'est le rayon immédiat là, d'accord? Mais sachant que je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'il y a des études qui montrent qu'en réalité, il n'y a pas une grosse variation sur je ne sais plus quelle amplitude, en fait. Donc, on est capable, s'il est posé là, je pense que toute la zone, à peu près, va se retrouver dans les mêmes sphères, quoi. Voilà. Donc, c'est pourquoi tout ça, c'est des études qui se font pour savoir, justement, de manière optimale, il faut poser les capteurs quand il y en a plusieurs. Là, il se trouve qu'il y en a un seul, quoi. D'accord? OK. Merci, M. Gayo. Moi, c'est Diallo Mamad Lamarana, étudiant de la licence 3 en informatique. Voilà, pour vous aider un peu à comprendre au niveau des données que vous avez prises avant-hier, au niveau du taux de pourcentage qui est élevé, et peut-être que nous aussi, vers les soirées comme ça, au niveau de l'alentour de l'université, là où nous habitons, nous aussi, un peu, on met du feu au niveau des pailles pour essayer de diminuer les pailles à la devanture de nos maisons. Peut-être que ça aurait dit à ça aussi, à l'élévation. Pardon, c'est quoi le… Je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu tout. Feu au niveau des pailles qui se trouvent à la devanture de nos maisons. Peut-être que le taux d'élévation du pourcentage au niveau des données, peut-être c'est dû à ça aussi, pour vous aider un peu à comprendre. D'accord. En tout cas, il me semble que c'est nécessaire de mener une petite investigation de ce point de vue pour voir, quoi. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Ça peut être quelque chose… Voilà, je ne sais pas si c'est peut-être des étudiants qui peuvent être mis dessus pour essayer de comprendre, analyser ça. OK. Alors, ma première Ou question… est-ce que c'est un effet de bord du capteur? Parce que ça aussi, ça peut arriver, hein, je ne sais pas. OK. Alors, ma question est, quelle est la différence entre la pollution interne et externe au niveau des données du capteur? Oui. Alors, en fait, quand on parle de pollution interne, c'est par exemple une pollution à l'intérieur d'une pièce, à l'intérieur d'une maison. OK. Utilise le gaz, c'est vraiment, ça émet aussi des particules, bon, pas que le gaz, et même le feu de bois, hein, OK? Et donc, il y a de la pollution intérieure, sachant que aussi, évidemment, la pollution extérieure, avec les pièces, en réalité, les pièces sont poreuses, hein, ça peut se transporter à l'intérieur, mais ce n'est pas avec le même effet. Donc, justement, c'est dommage, vous avez loupé la présentation de Dr Tierno du CSTB, parce qu'eux, justement, ils font ça. Ils arrivent à mesurer le niveau d'exposition à l'intérieur à partir des données qu'on a à l'extérieur. Donc, voilà, ce n'est pas les mêmes… c'est pas le même niveau, c'est deux choses un peu différentes. Il y a la pollution de l'environnement extérieur, c'est l'air extérieur, là, et puis il y a ce qui se passe parce qu'il y a des émissions à l'intérieur. Je vous ai dit, les matériaux qui sont utilisés, le ciment, le béton, le carrelage, la peinture, tout ça, ça émet en réalité. OK? Et donc, ces particules, c'est pourquoi, normalement, il y a de la réglementation.
Ici, par exemple, des matériaux pour être vendus, il faut que l'émission soit en dessous d'un seuil, quoi. Sinon, c'est pas vendu. Je ne sais pas comment ça se passe concrètement en Guinée, mais voilà, c'est des choses contrôlées. D'accord? OK. Et la deuxième, quelle est la différence entre le web sémantique et celui actuel? Ouais, alors, cette question avait déjà été posée, il me semble, mais si j'ose dire, hein, je vais vous ressortir ça, parce que je trouve ça c'est parlant. Vous voyez ce que vous avez à gauche, on va dire c'est le web. C'est le web. D'ailleurs, on ne dit plus même le web actuel, parce que même le web actuel, maintenant, il mélange beaucoup de choses en réalité qui sont sémantiques, hein. Ça commence beaucoup. Mais en fait, en tout cas, le web traditionnel, c'est ça que vous avez. Vous avez des pages, vous avez des liens. On ne voit pas les slides. Ah, c'est vrai? Ouais. Je crois que Ah, tu je ne... avais enlevé avant, je pense. ah oui, je l'ai enlevé. Ouf. Alors, je peux revenir sur le Zoom et je fais Share. Est-ce qu'on voit les slides? Oui, on voit. En fait, donc là, vous avez ici à gauche, c'est un peu le schéma du web actuel. Vous avez des pages qui citent d'autres pages. C'est le lien H, c'est le href, HTML, c'est href, c'est ça que vous avez ici, OK? Etc. Donc, vous avez des pages et des liens, des hyperliens entre des pages. C'est tout. Alors que le web de données, là, web sémantique, l'idée, c'est de dire, ce n'est pas des pages. Ces pages, en fait, contiennent des données. Donc, je veux lier les données. Donc, au lieu de dire, je vais parler de la page de Mamadou, là, mais non, c'est Mamadou comme entité. Mamadou a un âge qui est 20. Mamadou est inscrit à l'université de l'Abbé. Je mets ici université de l'Abbé qui est une entité, qui est reconnue. Donc, c'est de la donnée, c'est comme ce que vous manipulez dans les bases de données. D'accord? Et donc, avec d'autres types de relations qui n'est pas que la href que j'ai ici. Vous voyez, j'ai une relation qu'on appelle depend on, ça peut être inscrit à, ça peut être A pour âge, etc., etc. Et tout ça, c'est représenté sous forme de triplet, c'est-à-dire sujet, prédicat, objet. Je pense qu'elle a bien présenté ça a priori, Catherine. Et donc, l'idée, c'est de dire que on va arriver à constituer une sorte de grosse base de données mondiale. C'est un peu ça l'idée, en fait, mais qui est constituée de petites bases de données. Parce qu'en fait, ce que vous voyez ici, là, chaque ovale, c'est une base. OK? Et quand vous voyez le lien entre deux ovales, ça veut dire que telle base, il y a des liens. Je dis, là, en l'occurrence, il y a un standard aussi qui existe qui va dire, ah, le lien là, c'est subclasse off de quelque chose, donc est un type de quelque chose, est la même chose que de quelque chose, est équivalent à quelque chose. Du coup, on peut naviguer. L'idée, c'est de dire on peut naviguer dans ce modèle. Et en plus, comme c'est formel, on peut faire aussi du raisonnement. On peut inférer de nouvelles connaissances. On peut inférer de nouvelles choses, quoi. D'accord? Chose qu'on ne peut pas faire dans le web classique, qui est très syntaxique, que c'est des chaînes. Et l'ordinateur nous voit, en fait, c'est dommage, j'ai une slide qui peut bien dire ça, que c'est du charabia, entre guillemets, quoi. D'accord? D'ailleurs, je peux rapidement, je vais regarder si j'ai une présentation qui vous dit ça tout de suite. Non, non. Mais bon, voilà. OK? Bon. OK. Moi, c'est Benjamin Bongono, sociologue. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, les solutions possibles pour faire face au risque de pathologie dont vous venez de parler, à la pollution de l'air, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, s'il vous plaît. Quelles peuvent être les solutions? C'est ça? Je veux parler des solutions possibles pour faire face aux risques, les risques de pathologie. Vous avez parlé dans votre oui. trafic. Oui. Alors, en fait, oui. C'est d'abord la diminution de l'empreinte de l'homme, c'est-à-dire ce qui engendre le fait que justement ce niveau de pollution soit élevé. Et comme je vous ai dit au tout début, une des choses, c'est l'action de l'homme, c'est-à-dire c'est nous, c'est notre consommation, mode de consommation, le fait qu'on a des usines, le fait qu'on a plein de véhicules, des 4x4, etc., le fait qu'on fait les feux de brousse.
faut qu'on mange, il faut qu'on fasse de la cuisine. Et puis l'autre chose, justement, pour ceux qui sont à risque, je me rappelle, j'étais à une conférence là l'été, et dans une des présentations, c'est Hong Kong, et à l'université de Hong Kong, ils ont développé un outil sur le même sujet là, et c'est un outil mobile qu'on peut avoir, et de la même manière, je ne sais pas si vous avez utilisé déjà Google Maps, mais en fait, quand vous utilisez pour vous balader, il vous donne le chemin qu'il faut utiliser. Et en fait, eux, ils ont fait un outil qui utilise quelque chose comme Google Maps, mais en plus, ils vous conseillent du meilleur chemin avec moins de pollution parce que vous êtes asthmatique, parce que vous avez des maladies respiratoires à utiliser pour aller au travail chaque jour, quoi. Quand vous sortez le matin, au lieu de regarder juste le niveau, est-ce qu'il va pleuvoir, etc., vous pouvez aussi regarder quel est le chemin que je vais utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose de concret. Et puis, par exemple, sur les milieux sensibles comme les écoles pour les enfants, les maternelles, etc., eh bien, c'est s'arranger à avoir un environnement sain, quoi, d'accord? Qu'il n'y ait pas d'usine à côté, que le trafic soit moins dense, bon, etc., etc. Donc, il y a des mesures, en fait, de prévention. Et puis, là, de ce point de vue, il y a une éducation globale à avoir du citoyen, mais le dirigeant, l'homme en situation de responsabilité doit anticiper justement sur ça. Il doit avoir des indicateurs. Et ça, on espère ce genre d'outils, de modèles qui doivent aider les scientifiques, quoi, pour aider à arriver à avoir les indicateurs pour que les gens prennent des décisions. Voilà, anticiper sur les choses. OK? Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a d'autres questions, il y a une dernière question. J'espère que tu as encore 1 minute, c'est ça? Ouais, 1 minute. 1 minute. 2 minutes. Voilà, Max. Que ce soit une question et debout pour qu'il te voie. Merci. Ok, bonjour monsieur. Moi, je suis Tengiano Damo Pascal, étudiant de licence 1, MIAGE. En fait, merci vraiment monsieur pour votre prestation. J'aimerais savoir quelle est la méthode qu'il faut appliquer pour avoir le résultat du panorama. Pour avoir? Je dis, j'aimerais savoir quelle méthode qu'il faut appliquer pour avoir le résultat du panorama. Alors, pour être sûr que j'ai compris, ça, c'est la démarche qu'on a suivie. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou il a été enlevé encore? L'écran a disparu. Là, si ça revient, on te voit, mais l'écran... C'est pas moi, en fait. Je pense qu'il y a... Ouais, c'est Zoom qui fait. OK, super. Vous voyez ici l'écran? Oui. Ça, c'est la démarche globale pour cette étude. Du début, de la modélisation du graphe en connaissant la question qu'on veut traiter, etc., jusqu'à arriver à la fin au résultat, OK, que je vous ai montré. Si c'est ça la question, d'accord? Après, si c'est autre chose la question, donc ça veut dire qu'il faut modéliser les graphes, il faut récolter des données, il faut avoir ce graphe, il faut le peupler, il faut nettoyer des données, enfin il y a plusieurs choses, il faut faire des mappings, etc. Et ensuite il faut faire de l'embedding, il faut ensuite faire de l'apprentissage sur ces embeddings pour faire ces opérations de prédiction, quoi, qu'il faut avoir. C'est un peu ça, hein? Mais peut-être que je n'ai pas bien compris la question. Quel cas? Donc, on va remercier encore notre intervenant. Merci, prof. Puis, voilà, on garde le contact et puis on se tient Super. au la suite. Merci beaucoup et j'espère que la fin de ce jour se passe bien à la baie de Guinée. Ouais. Super. Merci en tout cas, tu as tenu bon avec l'équipe locale. Ça fait 4 jours que tu assures. Même de la traduction en live anglais-français, excellent. Bravo. Merci. Merci. Merci, prof. Au revoir. Tu peux rester là, on va présenter juste rapidement, apparemment, à ceux qui sont là, est-ce que c'est possible de passer le HDMI? Le capteur et les données qu'on récupère. Donc, pour rappel, on a un capteur que le prof appelle low cost. Ça fait... je suis désolé, hein, j'utilise le nom. Hein? Tu sais bien, sinon c'était
des dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros qu'il aurait fallu. $150. Donc, il a été commandé aux États-Unis. Donc, il est placé pour le moment à l'extérieur d'une des salles, une des salles en face là. Et vous allez voir le type d'informations que l'on récupère. Ce sont des informations, comme le professeur a présenté, sur la qualité de l'air. Et il est déjà sur une carte. Donc, vas-y. Voilà. Nous voulons dire merci à professeur Gaillot et au professeur Guisley pour l'obtention de ce capteur. Et désormais, Il faut surtout dire bravo à Ghislaine. voilà, nous avons désormais au sein de l'université un capteur qui va nous déterminer le contenu, la composition de l'air. Et nous disons merci. Ce capteur a été installé avant-hier et nous sommes parvenus à faire toutes les configurations possibles. Et voilà, désormais, n'importe où dans le monde, il suffit de taper le lien map.pubair.com et comme ça, vous avez accès. Et en fonction de ce lien, vous pouvez déjà pointer sur l'Université de l'Abbé. Donc, à l'instant, nous sommes à 84. Et cette valeur 84 dépend du choix de l'indice de mesure que nous voulons utiliser. Là, si je viens au niveau de l'onglet, ici, j'avais choisi dans un premier temps indice d'air et de santé. Et là, ça va nous donner très bien à cet instant la valeur 28. S'il y a eu un peu de changement de valeur au niveau des données, c'est... Je viens. Donc, je disais, s'il y a eu changement de données, c'est un peu par rapport au choix du modèle de mesure de la qualité de l'air. Donc là, j'avais choisi un temps le premier modèle et un autre temps, j'ai choisi maintenant indice d'air et de santé. Nous avons la valeur 28. Donc ici, vous allez pointer dessus. Donc ça vous donne toutes les informations par rapport au contenu. Et ce qu'on nous dit là est que l'indice moyen de santé de l'air sur 10 minutes, donc à chaque 10 minutes, le capteur génère des données. Et donc à ce niveau, le conseil qu'on nous donne, c'est de réduire un peu les activités physiques vigoureuses à l'air libre. Donc publication générale, voilà. Maintenant, s'il y a lieu d'avoir les informations, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on peut générer les données? Bien sûr, oui. Les données, déjà, le capteur est muni d'une carte micro SD qui permet de sauvegarder les données. Et aussi, si vous voulez faire le téléchargement en temps réel, il suffit de cliquer sur cet onglet. Là, vous allez choisir le modèle. Donc ici, nous avons le format CSV et le format Excel. Donc, vous pouvez choisir parmi les deux formats, vous choisissez et puis vous donnez le nom à votre donnée. Là, si j'ouvre, donc c'est ce que j'obtiens là depuis le 15 jusque là. Donc nous sommes aujourd'hui le 17. Voilà, à 12h10. Voilà les valeurs qui ont été générées par le capteur. Et ces données sont disponibles en temps réel. Et n'importe où vous êtes, il suffit que vous soyez connecté à l'Internet. Vous pouvez, à travers ces liens, obtenir toutes les informations et utiliser ces données pour vraiment vos besoins d'analyse ou de modélisation. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce capteur. Merci. Super, très bien. OK, il est encore là, ça marche. Est-ce qu'il y a c'est quel indice qui est le plus utilisé, prof, parmi tous les indices qu'on a là? Tu veux dire China, il y a plusieurs, il y a dans la liste, il y a plusieurs, pas d'indices, je veux dire les recommandations ou bien les standards. Lequel est le plus utilisé dans... Non, parce que, alors, peut-être que je n'ai pas vu, mais tu sais, je ne sais pas si on parle des seuils ou
ou des... Attends, je vais sortir le... Parce que, est-ce qu'on parle des seuils et donc c'est le microgramme par mètre cube ou c'est autre chose dont tu parles? Pardon. Un peu plus haut. Attendez, revenez là. Est-ce que tu vois l'écran remonter? Je vois. Rechoisir il voit l'écran. Tu vois, au début, là, tu vois, il y a l'IQA européen, tu as le truc indonésien, tu as l'Inde, tu as l'échelle Tasmanie, c'est pas. Tout ça, c'est totalement différent. Ouais, en fait, utiliser... est-ce que IQA, c'est une initiative, par exemple, c'est comme le portail IQR, à moins que je me trompe, IQR, en fait. IQA, c'est IQR, quoi, je crois. Comme le portail, je vous ai montré d'ailleurs une des captures, c'est IQA que j'ai là, que je vous ai montré. Et du coup, vas-y, ouais, tu disais? Ah, c'est donc les valeurs qui sont affichées, tu veux dire, c'est différent complètement? Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est différent, même si derrière le code est plus ou moins semblable, mais c'est différent en fait. Quand on choisit, par exemple, l'EPA des États-Unis, là on a 84. S'il choisit, par exemple, le truc indien là, il y a un truc indien là, ouais, là, choisit un là, oui, l'indice là, la valeur ça vient 28, tu vois. Donc, c'est vrai que le code couleur, c'est plus ou moins semblable, mais on a les valeurs différentes en fait. Oui, oui, d'accord. Ok, là, je ne sais pas, il faut qu'on regarde ça. Alors, du coup, je n'avais pas fait attention à ça. Ouais. Je voudrais savoir aussi quelle est l'interprétation. Si c'est 28, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Quel est l'intervalle? Je vous ai montré, je pense, dans une des slides, l'échelle. En fait, jusqu'à 50, je crois, ou moins de 50, en fait, il y a des échelles, bon, moins, très bon, et puis il y a 5 échelles, je crois. Et donc, ça, on peut le partager, en fait. Il y a, selon jusqu'à 50, 50 à 100, ça commence à, il faut pour les gens sensibles. Mais Colicot, il a déjà le truc, en fait. Il pourrait vous dire ça, d'ailleurs. Oui, professeur Allo. Oui. Au niveau du graphique en bas, il y a une légende. Voilà, OK. Parce que moi, je suis obligé de partir, hein, vous m'excuserez. D'accord, donc de 0 à 25, il y a... La légende est là, ça explique. De 25 à 45, il y a déjà des groupes sensibles considérés réduire les activités physiques. Le 45 à 79. Bon. Voilà, donc la légende nous explique ce que ça fait. Et surtout, quand nous regardons sur notre graphique, notre courbe, on voit déjà qu'est-ce qu'il faut à cet instant, lorsque la valeur vaut 28, de considérer réduire les activités physiques vigoureuses à l'air libre. Donc, à chaque valeur, il y a déjà une interprétation. Et si nous venons à 47, ça vraiment, c'est très grave. Heureusement que nous ne sommes pas dans cette zone. Donc, il y a une interprétation pour chaque valeur donnée. OK. Donc, quand vous avez un peu de temps, si vous avez un peu Internet, map.purpleair.com, cliquez sur celui de, vous zoomez sur celui de l'abbé, vous allez avoir, vous pouvez jouer un peu, vous voyez les différentes valeurs. Et comme on disait hier nuit, on avait des seuils très élevés. On voudrait savoir ce qui se passait dans la nuit pour essayer de comprendre pourquoi, effectivement, c'était trop élevé. Mais heureusement, en journée, en général, c'est assez modéré. Ça veut dire qu'à cette heure-ci, il ne faut pas trop faire d'activité physique. C'est des conseils, mais bon. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. On va reprendre, comme toujours, à 14 h. Si on a un décalage, que ce soit 14 h 15 pour la dernière session. Et puis, on va clôturer juste après. On aura 2 présentations. Le professeur Arsène Gonga, qui est chef de département dans une université en Allemagne, et un membre du groupe de l'initiative Wascal, qui va nous parler aussi de comment on fait des modèles pour les changements climatiques. Donc, on